Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il suffisait d'un timbre, un épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit en fait d'un crossover. Un format un peu à part du coup qui, s'il vous plaît, pourrait revenir sous une autre forme, peut-être, bon, ça c'est vous qui nous le direz. En fait l'origine c'est que vous avez été plusieurs à m'envoyer des textes, des messages donc non publiés, non envoyés, et au-delà de les mettre en lumière comme je le fais habituellement, j'ai eu envie vraiment de les décortiquer, de les comprendre, pour essayer de mieux vous comprendre et peut-être à la fin que ça puisse nous permettre à mieux tous nous comprendre en réalité. Et pour ça, je suis avec Solène Aboud, que vous connaissez peut-être à travers le compte Parlons Peu. Solène est coach en rhétorique, elle est experte de la communication, elle est formatrice, conférencière et donc aussi vulgarisatrice sur les réseaux sociaux. Concrètement, elle a l'habitude de déconstruire avec ses abonnés des schémas qui nous incombent à nous en tant qu'humains, donc sur des thématiques qui vont être liées à l'estime de soi, aux relations notamment. Et ça tombe très bien puisque c'est justement le sujet du message sur lequel je voulais qu'on s'attarde aujourd'hui. Alors, avant toute chose, Solène, merci d'être là et surtout, comment vas-tu ? Merci à toi Marion. Eh ben, je vais très bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai hâte de ce qu'on va faire ensemble parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on pourrait faire sans même avoir de micro dans la pièce. Absolument. Donc voilà, j'ai hâte. Est-ce que toi aussi, tu es comme moi, tu passes ta vie à déconstruire les relations des autres et en tout cas à en parler avec tes copines? Absolument. Je dirais même que c'est mon 3e métier. Je comprends. Est-ce que du coup tu peux, alors je sais pas si j'en ai dit assez, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, sur tes activités, quel est ton quotidien? Tout à fait, c'était très juste. Je suis enseignante en rhétorique dans la vie, donc j'apprends aux gens à s'exprimer de manière convaincante, pertinente, de manière interpersonnelle ou en public. Et par ailleurs, sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup de tout ce qui a trait au développement personnel, mais dans sa dimension la plus noble, à savoir scientifique, psychologique. Et voilà, tout simplement. Donc j'en suis amenée à parler beaucoup de relations interpersonnelles, amicales, amoureuses, etc. parce que c'est une des composantes essentielles de notre bonheur. Donc j'en parle beaucoup et je crois que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Absolument. Je vais te proposer qu'on commence et que je te lise ce message que j'ai reçu. Un message, je veux pas trop en dire pour l'instant, on discutera un petit peu après. C'est un message d'une femme d'une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, en tout cas dans la trentaine, qui écrit un message à un proche. Je ne vais pas le dire autrement parce que ça, je pense que le message parle de lui-même. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'enregistre ou j'écris ça. Peut-être que c'est une lettre que je n'enverrai jamais. Peut-être que je te l'enverrai un jour, ou peut-être que c'est juste quelque chose que j'ai besoin de sortir de moi. Tu as été l'une des personnes que j'ai le plus aimées dans ma vie. Une des histoires les plus fortes que j'ai vécues. Même si, techniquement, ça n'en a jamais vraiment été une pour toi parce que tu n'as jamais voulu t'engager. Au début, tout a été très intense. Je ne me suis jamais sentie aussi amoureuse que pendant cette période-là. Je me suis attachée très vite, très fort, et puis presque aussi vite, tu as fait machine arrière. J'ai accepté de rester ton amie parce que je ne voulais pas que tu disparaisses de ma vie, alors on a continué à se voir. Au début, il ne se passait plus rien, puis on a recommencé à coucher ensemble. Pendant ce temps-là, j'ai eu d'autres histoires aussi. On n'a jamais mis de mots sur ce qu'on était. Et ça a duré comme ça presque 6 ans. Tu as toujours été là, quelque part, dans un coin de ma vie, on se parlait quasiment tous les jours, mais tu n'as jamais voulu être avec moi. Tu ne me l'as jamais expliqué clairement, tu as juste toujours refusé l'idée d'être en couple avec moi. Tu m'as souvent parlé de ta religion, tu m'as dit que tu étais musulman pratiquant, que tu voulais te marier et avoir des enfants avec une femme musulmane. Tu ne m'as jamais dit clairement que c'était pour ça que tu ne voulais pas être avec moi. Peut-être que c'est moi qui ai voulu m'en convaincre pour me rassurer. Peut-être que la vérité est plus simple, tu ne voulais juste pas être avec moi. Mais alors je ne comprends toujours pas certaines choses. Pourquoi continuer à me parler tous les jours ? Pourquoi continuer à me voir ? Pourquoi continuer à coucher ensemble ? Je me souviens de conversations qu'on a eues, parfois un peu alcoolisées. Une fois, tu as presque pleuré dans mes bras en me disant que j'étais la personne la plus importante pour toi après tes sœurs. À partir de ce moment-là, j'ai encore moins compris pourquoi tu ne voulais pas être avec moi. Une autre fois, tu m'as dit que même si tu te mariais un jour, tu savais qu'on continuerait toujours à se voir. Et malgré tout ça, j'ai accepté. J'en ai souffert, j'en ai pleuré, j'ai essayé de partir plusieurs fois, et je suis toujours revenue. Ça a duré 6 ans. Puis un jour,
Tu m'as écrit pour me dire que tu avais rencontré quelqu'un. Une fille que tu n'avais même pas encore vue en vrai, mais que tu avais rencontrée sur une application. Je t'ai répondu calmement, je t'ai dit que ce n'était pas un problème pour moi, que je voulais simplement te garder dans ma vie en tant qu'amie. Je t'ai demandé si c'était possible. Tu m'as répondu brièvement. Tu m'as dit que tu étais soulagée que je le prenne comme ça et que tu me tiendrais au courant. Et puis, plus rien. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ça fait bientôt 11 mois. Je t'ai envoyé un dernier message, un jour, juste pour te dire que je n'étais pas en colère, mais qu'après 6 ans de relation, quelle qu'elle soit, amicale, sexuelle, sentimentale, j'aurais simplement aimé un minimum de respect, un message pour dire au revoir si c'était vraiment ce que tu voulais. Tu n'as jamais répondu. J'ai supprimé ton numéro, je t'ai supprimé partout pour ne pas être tentée de t'écrire. Depuis le mois d'août, je ne sais plus rien de toi. Je ne sais même pas ce que tu deviens. Sur le moment, je l'ai plutôt bien vécu, je n'ai pas pleuré, je pensais que ça allait. Aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a beaucoup plus détruite que je ne le pensais. Et je me demande encore et encore pourquoi tu n'as jamais voulu être avec moi. Peut-être qu'il y avait la religion, oui, mais peut-être aussi la question des enfants, puisque tu sais que je ne peux pas en avoir. Ou peut-être simplement parce que tu ne voulais pas de moi de cette façon. Mais ce qui est le plus difficile à accepter, ce n'est même pas ça. C'est la façon dont tu as disparu. Comment on peut sortir de la vie de quelqu'un du jour au lendemain après 6 ans, sans un mot. Dans la vie, on vit des déceptions, des trahisons, des blessures, mais celle-ci est particulièrement dure à accepter. Et malgré tout ça, je te souhaite sincèrement le meilleur, parce que je sais que je t'aimerai probablement toujours, d'une certaine manière, mais je ne comprends toujours pas. Si un jour tu entends ces mots, sache simplement une chose, tu as réussi à briser la toute petite part d'espoir qui restait en moi. Un simple message aurait suffi, 10 secondes. Et je suis amoureux, je veux construire ma vie avec cette fille, me marier, je ne peux plus garder contact avec toi. Ça aurait été dur à lire, mais ça aurait été juste. Et je l'aurais compris, mais tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, si un jour tu revenais, je ne veux même pas que tu reviennes, parce que je ne pourrais pas le supporter. Il y a beaucoup de choses, je pense, il y a beaucoup de choses à en dire, à mon avis. Et déjà, à chaud, qu'est-ce que ça t'évoque? La première chose que ça m'évoque, je dirais, c'est que l'auditrice qui t'a envoyé ce courrier a beaucoup de maturité, je pense, dans son rapport aux sentiments et à la relation, parce qu'on entend qu'elle ne blâme jamais l'autre, elle se pose la question. Elle se pose la question de pourquoi, qu'est-ce qui a manqué, elle évoque plusieurs hypothèses. Il n'y a aucun moment où elle blâme l'autre, et ça c'est assez important, je trouve, dans les relations, à part quelques exceptions pathologiques. C'est à peu près 1% de la population qui est sociopathe ou psychopathe, mais dans 99% des cas, les gens ont des raisons d'agir comme ils agissent, qui n'est pas nous faire du mal, qui est en général se préserver. Et donc, il y a de bonnes raisons de faire cet exercice d'empathie, de se dire pourquoi l'autre fait ça. Et sa raison, ça n'est pas me faire du mal. Sa raison, c'est autre chose. Et pendant tout le long, l'auditrice, c'est ce qu'elle se demande. Et elle dit d'ailleurs, le pire, c'est de ne pas savoir pourquoi. Mais elle se dit qu'il y a un pourquoi. Il n'y a aucun moment où elle dit juste il était horrible, il était odieux, il voulait me rendre malheureuse. Elle cherche la raison. Donc ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus frappé, parce que quand on a si mal, c'est tellement difficile de se dire que l'autre a une bonne raison de faire ce qu'il fait. Et c'est vrai que la question, elle revient. Enfin, il y a une autre. Il y a effectivement le pourquoi, et c'est vraiment ce pourquoi tu ne voulais pas être avec moi. Et finalement, bon, aussi, elle dit quand même que ça l'a détruite à la fin. Mais t'as raison, elle dit pas tu m'as détruite. Ouais, jamais. C'est vrai que mais c'est vachement bien. J'entends ce que tu dis, mais du coup, moi, ça m'interroge parce que ça m'évoque un peu une forme d'abnégation de l'amour, tu vois. C'est vu que je pense qu'elle l'aime encore au vu du message, et je pense qu'elle écrirait pas comme ça si c'était pas le cas. Au vu du message, est-ce qu'il y a pas une forme de en fait je l'aime tellement que je peux tout accepter, et potentiellement j'accepterai encore, peut-être pas qu'il revienne, on sait pas vraiment, à la fin c'est un peu en suspens, mais est-ce que du coup c'est pas parfois cette abnégation amoureuse qui peut être très belle et qui est représentée, je pense, dans plein de romans, plein de choses, est-ce qu'elle peut pas être un peu tragique et un peu dure? Moi, je conçois l'amour un petit peu différemment. Donc, déjà, j'aimerais préciser que je ne suis pas psy. Donc, mon analyse, elle n'est pas celle d'une thérapeute, mais elle est celle de quelqu'un qui a lu beaucoup de choses sur ce sujet. Et je pense que l'amour, c'est un choix. C'est-à-dire que on n'est pas amoureux malgré soi. Contrairement à ce qu'on imagine, on n'est pas amoureux malgré soi. Il y a des gens qui nous plaisent malgré nous. Il y a des gens qui nous attirent malgré nous. Mais être amoureux, c'est quelque chose qu'on choisit. Moi, je pense pas
dans cette lettre, justement, qu'elle est encore amoureuse. Je pense juste qu'elle n'a pas fermé un chapitre, qu'elle n'a pas compris quelque chose, qu'elle est toujours dans l'incompréhension, qu'elle veut se réconcilier avec elle-même, se dire pourquoi je n'ai pas été aimée, plus encore que de l'amour. Parce qu'elle le dit, elle dit à un moment que elle pensait que ça allait, elle pensait que ça allait bien, elle a même pas pleuré, etc. Mais elle se rend compte que ça lui a fait mal beaucoup plus profondément. Et ce beaucoup plus profondément, je pense que c'est quelque chose par rapport à elle-même. C'est même pas tant dans la relation avec l'autre, c'est pourquoi tu n'as pas voulu de moi. La vraie question. C'est même plus lui. D'ailleurs, elle nous dit pas X de tes comportements me manquent, ou j'aimerais faire ça avec toi, ou je projette tel avenir avec toi. Elle dit même je ne voudrais pas que tu reviennes, parce que je saurais pas quoi en foutre. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est projeter, c'est vouloir construire, etc. Là, c'est plutôt une blessure intérieure, une blessure d'ego, mais au sens noble du terme. Elle comprend pas pourquoi il a pas voulu d'elle. Donc la première chose, c'est ça, c'est que moi, je pense pas que ce soit de l'amour, et je pense que l'amour, c'est un choix. Et d'ailleurs, je pense que la clé et la réponse qu'elle cherche, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est qu'en fait, la question n'est pas est-ce qu'il l'a aimé ou est-ce qu'il ne l'a pas aimé. Il lui a parlé tous les jours pendant 6 ans. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça pour savoir que j'avais envie de passer du temps avec toi, de partager des choses avec toi, de coucher avec toi éventuellement, etc. etc. Je t'aime plus que mes sœurs, enfin autant que mes sœurs. Tu es quelqu'un d'important. Exactement, exactement. Et c'est sans doute, si on veut parler d'amour ou d'attirance, c'est sans doute la meilleure preuve. C'est les actes. C'est j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de coucher avec toi, j'ai envie de partager des choses avec toi, j'ai envie de te raconter des choses. Ça, c'est la preuve d'un attachement et d'une attirance extrêmement puissante. Mais c'est pas une preuve d'amour. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'engagement. Et l'engagement, c'est quoi ? L'engagement, c'est le choix. C'est je choisis de t'aimer parce que plein de trucs. Parce que je projette mon avenir avec toi, parce que j'ai l'impression qu'on a les mêmes valeurs, parce que je peux imaginer notre vie familiale, parce que je peux imaginer l'avenir avec toi, etc., etc. Donc, je pense que dans un sens comme dans l'autre, il y a toujours eu beaucoup d'attirance, d'attachement. Dans son sens, je pense qu'il y a eu de l'amour pendant ces 6 ans, clairement, énormément d'amour. Dans son sens, je pense qu'il n'a jamais fait le choix de se dire « bah, ce sera elle ». Et je crois que l'amour, c'est ça, c'est de dire « ce sera toi ». Ce sera toi pour X et X raisons, pour telle mythologie qu'on se raconte, pour tel avenir qu'on s'imagine, tel projet qu'on veut construire, etc. On voit bien que dans leurs échanges, bah, il est vachement dans le présent, c'est-à-dire que oui, il lui parle tous les jours, oui, ils ont des rapports, oui, etc. Mais il n'y a jamais de plan, il n'y a jamais d'après, il n'y a jamais de futur, il n'y a jamais de construction. Et je crois que j'aurais envie de lui dire à cette auditrice, en fait, il t'a aimé au sens où toi tu entends l'amour, c'est-à-dire il a été attiré par toi, il a voulu partager des choses avec toi, etc. Il ne s'est jamais en revanche projeté dans la construction de quelque chose avec toi. Et c'est horrible. C'est horrible, mais j'ai peut-être, j'imagine des pistes, mais après on connaîtra jamais les véritables raisons qu'il avait dans son cœur. Peut-être qu'il y avait des choses chez elle qui le laissaient pas imaginer qu'il pouvait bâtir une famille avec elle. Peut-être que j'en sais rien. Peut-être que la question de la religion. La question de la religion, qui est une question des valeurs, qui est très profonde. Après, l'un des principaux chercheurs sur cette question, Gottman, dit qu'en fait, les valeurs, c'est pas le premier socle du couple. En fait, tes valeurs, elles convergent quand t'es avec quelqu'un. On se demande souvent si on peut se mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que soi. Bah, en vrai, oui. Si tu choisis ardemment de te mettre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, oui. C'est plus compliqué, ça c'est sûr. Ça s'entretient plus difficilement. Ça s'entretient plus difficilement, mais si tu l'entretiens et que tu passes suffisamment de temps avec quelqu'un, etc., vous allez finir par converger, de toute manière. Il va juste falloir résister pendant toutes ces années, malgré les valeurs qui sont très différentes, à des choses qui sont bien pires pour le couple. Notamment, par exemple, l'un des principaux ennemis du couple, c'est le mépris. Mépriser l'autre, ça, par contre, ça entache énormément ton couple. Donc, en fait, les valeurs qui les opposaient n'étaient pas la véritable raison pour laquelle ils ne sont pas ensemble aujourd'hui, c'est que lui n'a pas imaginé qu'il pourrait construire quelque chose malgré ses valeurs. Mais s'il avait voulu, et il y a plein de gens qui se marient en dehors de leur culture, et ça marche très bien, ça peut marcher très bien. C'est juste plus difficile parce que sur le chemin de construire cet amour, il va falloir accepter que l'autre soit différent, ne pas le mépriser pour ça, comprendre ce qui l'amène à des conclusions qui sont tellement différentes des nôtres, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Écoute, moi, déjà, la première chose que je me suis dit, c'est... alors, c'est un peu plus basique que ce que tu viens de dire, mais c'est un peu un classique pour moi notamment des apps de rencontre. Du dating moderne, moins actuel d'ailleurs aujourd'hui. Je me dis,
un mec, alors là je vais revenir peut-être au degré 0, mais qui est pour moi quelque chose qui est tellement répandu, qui fait partie vraiment intrinsèquement de ce message, c'est un mec qui avait besoin, alors ce que je ne sais pas c'est pourquoi pendant 6 ans, de garder une fille peut-être sous le coude. Alors je doute pas qu'il y ait eu l'attachement et tout, j'en suis même certaine, parce que je pense pas qu'on voit quelqu'un tous les jours pendant 6 ans s'il y a pas d'attachement. Je suis sûre qu'il y avait quelque chose de très fort, mais n'empêche qu'effectivement, ce schéma de garder une personne sous le coude en attendant de trouver la fille, c'est quelque chose qui est courant, j'ai l'impression, mais que moi, pour le coup, je ne comprends pas. Et c'est vraiment, donc je me suis mis complètement à sa place en me disant, mais je me suis posé cette question 1000 fois, parce que j'en ai vécu moi des relations comme ça, j'ai eu des copines qui ont vécu des relations comme ça, où elles étaient avec un mec, plutôt généralement, qui ne voulait pas s'engager, et qui, souvent du jour au lendemain, stoppait la relation, parce qu'ils avaient trouvé quelqu'un avec qui ils acceptaient vraiment de s'engager. Et c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est que c'est peut-être certainement ça la définition de l'amour, mais du coup, je trouve que parfois, c'est une forme un petit peu de manque de respect vis-à-vis de la personne, quand on se dit justement engagé, quand on apprécie la personne, pourquoi lui faire ça, parce qu'on sait derrière que ça va être générateur de souffrance. Donc moi, c'est ça le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu ce message. J'ai pas la réponse de pourquoi les mecs plus généralement font ça, mais c'est quelque chose qui me dépasse fortement. Toi, je sais pas si t'as vécu ce genre de choses. Moi déjà, j'ai jamais été sur les applis de rencontre et je pense pas avoir tellement vécu ça. Et si je dois être tout à fait honnête, je pense l'avoir plus infligé que je l'ai reçu. Ok. Déjà. Et justement, quand je t'écoute, c'est ce que je me dis. Je me dis, on a envie de mettre ça sur le dos des mecs. Sans doute qu'ils en sont coupables, mais moi, je connais un certain nombre de femmes autour de moi qui l'ont infligé. Ça a l'air moins vicieux, mais c'est la même chose. C'est garder un mec sous le coude, qu'on appelle de temps en temps, parce que ça nous rassure, parce qu'on a besoin d'un truc, parce qu'on a envie de discuter avec lui. Mais non, mais de toute manière, non, mais il se passe rien entre nous. Et pourquoi tu dis que ça a l'air moins vicieux? Parce que... En fait, ça a l'air moins vicieux, pas tant parce que le comportement est différent, mais parce qu'on a un point de vue différent. Parce qu'on est des meufs. Oui, non, bien sûr. On est des meufs, et donc on perçoit la situation des mecs de l'extérieur. Donc en fait, plutôt que de leur prêter de l'empathie, en se disant ils le font pour une bonne raison, on préfère leur prêter de la malice. Ils le font parce qu'ils veulent nous faire mal. La vérité, c'est que je pense que dans un cas comme dans l'autre, et comme je le disais au début, c'est extrêmement rare de souhaiter le malheur des autres. C'est rarissime, c'est 1% de la population. C'est plutôt rassurant. Oui, c'est plutôt rassurant. Mais donc c'est très rare de souhaiter le malheur des autres. Donc en général, quand on fait du mal à quelqu'un, non seulement on n'en a pas conscience, mais très souvent, on se raconte une autre histoire. On se dit, non mais lui il s'en fout, ou au contraire, ça lui fait du bien de quand même me parler, ou, enfin, tu vois, on se raconte tout un tas d'autres trucs. Moi, je ne pense pas que ce mec-là, par exemple, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de sa personnalité du tout, donc c'est pas un diagnostic, mais je ne pense pas que ce mec tous les jours se dit je garde cette meuf sous le coude. Mais jamais de la vie. Je pense même qu'il ne se l'est pas dit une seule fois. Non, je pense que c'est intériorisé. C'est complètement intériorisé. Mais je pense pas que ce soit un truc de mec ou un truc de meuf. Je pense que c'est un truc de quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, qui ne s'est pas suffisamment mis en face de lui-même pour se dire c'est manifestement pas ce que je veux, donc je cut complet et je tente autre chose. Visiblement quand même, il l'avait en tête parce qu'il était quand même visiblement encore sur les réseaux, les applis de rencontre. Donc il avait en tête qu'il cherchait autre chose, mais qu'il était à mon avis quand même attaché à cette demoiselle. Et c'est absolument pas pour culpabiliser l'auditrice, loin s'en faut, tout le monde aurait fait exactement la même chose, mais je pense que les limites, elles se posent des deux côtés. Je pense que d'une part, il y a cet homme-là qui visiblement ne voulait pas ça, donc quand tu ne veux pas ça, et bien simplement tu dis que tu ne veux pas ça, et tu fais autre chose, et tu fais pas les deux, mais je pense qu'il ne s'en rendait pas compte. Et de l'autre côté, quand tu te rends compte qu'on te donne pas ce que tu veux, l'estime de soi implique de dire moi je veux ça, on me donne pas ça, donc on me donne quelque chose que je ne veux pas, donc je refuse ce quelque chose et je vais chercher autre chose. Encore une fois, l'amour est infiniment plus compliqué que ça, donc c'est extrêmement difficile de refuser les miettes qu'on nous donne, même si on voudrait le gâteau. Les miettes, c'est toujours mieux que rien du tout, et donc on les accepte. Donc c'est pas du tout pour jeter la pierre à qui que ce soit, c'est juste que
c'est un processus qui est beaucoup plus humain que ce qu'on imagine du grand méchant qui, sur les réseaux sociaux, a l'air moderne, parce que c'est un mec te garde sous le coude. En fait, c'est pas une histoire de réseaux sociaux, c'est pas une histoire d'ère moderne, c'est pas une histoire de mec, c'est une histoire de toute l'humanité qui s'est toujours raconté ça, parce que ça l'arrangeait, qui se raconte toujours l'histoire qui l'arrange. Et ce gars-là se disait, bah, c'est sans doute, moi j'imagine que ce mec se disait peut-être, et encore une fois, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est ce que j'imagine, ce mec se disait, c'est ma meilleure pote. Ouais. C'est ma meilleure pote. Je lui parle tous les jours, bon, de temps en temps que je suis ensemble, mais je lui parle tous les jours, j'adore être avec elle, etc. C'est ma meilleure pote. Et vraisemblablement, c'était un peu le cas, au sens où la différence entre ta meilleure pote avec qui tu couches et ton amoureuse ou ta future femme, bah, c'est les plans et les projets que tu construis avec cette personne. Donc je pense que juste il s'est raconté cette histoire. Elle s'est raconté également une autre histoire en se disant, et elle le dit à certains moments dans la lettre, en se disant je préfère te garder dans ma vie que tu n'en sortes, même si c'est pour avoir ce que je ne voulais pas avoir, ou moins que ce que je voulais avoir. Voilà, chacun s'est raconté une histoire, pas tout à fait en face de la réalité, et ça a duré pendant longtemps parce que, à mon avis, ils étaient très 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 attachés, très 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 attirés l'un par l'autre. Ça a duré 6 ans. Un jour, visiblement, une tierce personne est rentrée dans l'équation. Elle a fait se rendre compte à monsieur que il voulait autre chose ou projeter avec quelqu'un d'autre. Et elle, bah, il a coupé les ponts, donc elle s'est rendue compte que visiblement, très explicitement, il ne voulait rien avec elle, et puis voilà, on se retrouve dans cette situation. Mais je pense pas que ce soit une histoire de mec, c'est ça que je veux dire. Okay. Ni une histoire de mec, ni une histoire d'app de rencontre. Je pense qu'on fait ça tous les jours et on se raconte l'histoire qui nous arrange. Et moi, j'invite les gens à toujours se poser la question de quand est-ce que moi, j'ai eu le comportement qui se rapprochait le plus de celui que je ne comprends pas. Donc lui dans l'histoire. Et se replonger dans sa vie, dans sa tête, même très loin, peut-être au collège, peut-être au lycée, peut-être à la fac, à un moment où toi aussi tu as entretenu des relations un petit peu proches avec quelqu'un avec qui tu ne projetais rien, et où tu as laissé miroiter que, etc. Et en fait, on trouve souvent un écho, peut-être pas exactement identique, mais un écho de ce comportement dans notre comportement. Et quand on se replonge dans cette situation, on se dit, mais à l'époque, je ne pensais pas à mal. Maintenant, je me dis que, en fait, effectivement, j'aurais pu faire autrement, mais à l'époque, je ne pensais pas à mal. Et moi, je lui prête exactement les mêmes intentions. Je pense qu'il ne pensait pas à mal, mais qu'il a fait beaucoup de mal. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de mal, ne pas penser à mal. Il y a une notion clé dans ce que tu dis, c'est un peu la communication, parce qu'ils se sont racontés des histoires. Ils ont vu et vécu leur propre histoire chacun de leur côté. Ils avaient certainement des choses à se dire. Et ni l'un ni l'autre ne les a jamais communiquées, ne les a jamais dites. Et ça, moi, c'est vraiment le truc qui me rend folle. C'est et je suis la première à le faire, attention. Bien sûr. Pourquoi, surtout dans un cadre relationnel comme ça, on a autant de mal à dire les choses? Alors, en farfouillant un petit peu dans ce que tu avais déjà produit, notamment une vidéo où tu parlais d'insécurité émotionnelle, en tout cas du point de vue de l'auditrice et de choses que je peux projeter. Je pense qu'il y a des choses qui se jouent en termes d'insécurité sur le fait de pas dire les choses, parce que, comme tu disais tout à l'heure très justement aussi, parfois c'est mieux de se contenter de miettes, même si on peut pas avoir tout avoir, on peut pas avoir le gâteau. Et là, je me dis, elle a pas dit, parce que si jamais elle avait dit, elle avait trop peur que ça s'arrête avant les 6 ans. Et d'ailleurs, c'est pas elle qui a choisi la fin, c'est lui. Alors, je suis complètement d'accord avec toi dans son sens. Je pense effectivement qu'il y avait ce problème d'insécurité émotionnelle. Alors, déjà, qu'est-ce que l'insécurité émotionnelle? C'est un cadre dans lequel on se sent libre d'exprimer ce qu'on a à exprimer sans penser que ça va avoir des conséquences dramatiques. Donc, qui peuvent être ou la séparation, ou la colère de l'autre, ou le mépris de l'autre, etc., etc. Ça, c'est un indispensable pour avoir une relation équilibrée, une bonne communication. On pense souvent que la communication, elle ne procède que de l'émetteur, c'est-à-dire que de celui qui a des choses à dire. En fait, elle procède aussi du récepteur qui met l'autre dans une situation suffisamment confortable pour que j'ai envie de te dire les choses. Parfois, tu me mets aussi dans une situation où je n'ai pas envie de te les dire parce que quand je les dis, c'est dramatique. Donc effectivement, là, clairement, il n'était pas du tout dans une situation de sécurité... Enfin, elle n'était pas du tout dans une situation de sécurité émotionnelle parce qu'elle supposait que si elle en demandait plus, ça allait s'arrêter. Bon, je vous recommande, si vous êtes en couple, de ne pas créer ce genre de situation. Il faut être prêt à entendre les choses sans menacer que ça s'arrête, parce que sinon les gens ne vont pas vous dire les choses, tout simplement. Donc clairement, il y a cette composante de sécurité émotionnelle qui est très importante. Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que parfois, tu le fais pas... En fait, parfois, il faut accepter que l'issue soit parfaitement désagréable. C'est-à-dire, il faut se dire, effectivement, si je le dis, ça risque de mal se passer,
Mais c'est mieux que je le dise que je ne le dise pas. Et troisième chose, il y a un autre problème dans cette situation, qui est que je suis à peu près persuadée que c'était pas aussi clair dans sa tête, à elle et à lui d'ailleurs, à l'instant T. C'est-à-dire que très souvent, les problèmes de communication, ils viennent pas de « je me dis que je devrais dire ça et je n'ose pas dire ça », ils viennent de « j'ai l'impression que je ne pense même pas ça, donc je n'ai rien à dire ». Pourquoi ? Parce que elle, peut-être qu'elle se racontait que c'était son pote, c'était son meilleur pote, et que elle avait rien à lui dire parce qu'en fait c'était son meilleur pote, qu'elle comprenait très bien la situation, qu'il avait déjà visiblement été plus ou moins clair avec elle sur le fait qu'il voulait pas plus, donc elle a rien à lui dire, voilà, c'est comme ça. Et c'est pas seulement j'ai peur de le dire, c'est aussi j'ai rien à dire. Et c'est une forme de déni, on est d'accord, mais en fait le déni par nature on s'en rend pas compte. On n'a rien à dire, mais on sait pas qu'on devrait dire quelque chose parce qu'on se le dit pas à soi. Et donc c'est là où je voulais atterrir, c'est que il y a avoir le courage de dire à l'autre, mais il y a aussi, et c'est le plus dur, avoir le courage de se le dire à soi. Et moi, j'ai tendance à penser qu'une fois qu'on se l'est dit à soi, c'est une question de temps. C'est une question de minutes, d'heures, de semaines, à la limite de mois, avant de réussir à le dire à l'autre. Dans un accès de colère, de tristesse, ou dans un moment au contraire bienveillant, etc. Par contre, tant qu'on se l'est pas dit à soi, alors là, c'est sûr qu'il y a aucune chance qu'on le dise à l'autre. Donc la première pierre, c'est de se le dire à soi, c'est de se rendre compte qu'on est dans une situation qui nous convient pas, qui nous rend pas heureux ou heureuse, qui ne mène à rien, etc. Ça, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est le plus dur, en fait. Ça m'évoque, j'ai une très bonne amie à moi qui a un peu un mantra dans la vie, qui vient de sa mère d'ailleurs, je crois, qui dit toujours qu'en amour, tu sais. Ah, c'est un vaste débat. Et d'ailleurs, on est un petit trio et à chaque fois qu'on a cette conversation, elle a les bons arguments. Hein. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et effectivement, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Je pense qu'il y a une, je sais pas si c'est que du déni. C'est aussi, on a envie de s'en persuader pendant un temps parce que ça nous fait du bien à l'instant T, parce que en réalité, la situation à ce moment-là nous convient encore et que, on se dit peut-être que ça peut changer. Parce qu'on a vu des cas autour de nous où ça changeait, en fait, en réalité. Mais est-ce que toi, tu penses que dans le fond, on sait ? C'est une très bonne question que je me suis énormément posée. Est-ce que tu sais ? Est-ce que... Moi, j'ai un proverbe que j'adore, mais qui ne veut rien dire, qui est « Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute ». Et je me suis beaucoup posé la question, tellement que j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'intuition. Parce que je me posais tellement cette question que j'ai fait plein de recherches sur est-ce que vraiment l'intuition, on peut lui faire confiance ou on peut pas lui faire confiance. Alors, en fait, j'ai envie de dire comme toutes les réponses intéressantes, ça dépend. Ça dépend, mais le problème, c'est qu'on peut pas identifier quand on aurait raison de penser qu'on sait ou quand on n'aurait pas raison de penser qu'on sait. Pourquoi ? Parce que dans une relation amoureuse, par nature, on se met en vulnérabilité, etc. Et donc, on se confronte à ses pires traumas. Et comme on se confronte à ces pires traumas, on a, particulièrement quand on aime fort, et quand on s'est vraiment mis en risque dans une relation, on a des signaux ultra négatifs. Pourquoi ? Parce que on est très triste, on est très en colère, on a très peur. Et tous ces signaux, on se dit, tu sais, tu vois, t'as peur, t'es en colère, c'est pas des sentiments positifs, donc tu ne l'aimes pas. Faux. C'est peut-être que tu l'aimes tellement qu'il réveille chez toi des trucs qui te font peur. Et à l'inverse, parfois t'es dans des relations où tout se passe bien, mais tellement bien, qu'en fait, c'est peut-être justement la personne qui ne va pas chercher au fond de toi ce qu'il faudrait réveiller, ce qu'il faudrait soigner, ce qui te ferait grandir, parce que tu es dans une relation agréable, confortable, et que le confort est parfois une bonne chose, mais parfois une mauvaise. Parfois, c'est parce que ça t'encourage à te reposer sur tes acquis, à ne pas bouger de tes schémas habituels. Et parfois, c'est confortable parce que tu es avec la bonne personne qui te comprend et qui laisse de la sécurité émotionnelle. En fait, les signaux positifs comme négatifs, ils peuvent vouloir dire tellement de choses et positives et négatives que je peux pas te dire on sait. Moi, il y a quelque chose quand même que j'ai identifié. C'est que je dirais que nous, on sait pas. Ok. Nous, on sait pas parce que c'est trop compliqué. Ça envoie trop de signaux positifs, négatifs, etc. Mais je pense que les gens autour de nous, c'est pas qu'ils savent pas toujours, parce que parfois ils nous voient devenir quelque chose qu'on n'était pas avant et qui en fait est une meilleure version de nous-mêmes, mais eux, ils y sont pas habitués, donc ils ne l'aiment pas. Donc, c'est pas du 100%, du tout. Mais disons que nos amis les plus proches, ou notre famille, ceux qui nous connaissent très, 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 très bien, ils connaissent notre baseline. C'est-à-dire ce qu'on est normalement. Et que quand on en dévie trop,
ils savent le reconnaître. Ils savent voir que cette relation est en train de te changer beaucoup. Et pas forcément dans une meilleure version de toi-même, pour le coup. Voilà. Et pas forcément dans une meilleure version de toi-même, ou au contraire dans une meilleure version de toi-même. Ils connaissent tes triggers, ils connaissent tes problèmes, ils connaissent tes histoires, ils connaissent tes traumas, ils connaissent parfois tes parents, etc. Ce qui fait que il y a des choses qui peuvent leur venir sur est-ce que c'est le bon, est-ce que je sais ou est-ce que je sais pas. Et en même temps, je te dis ça, mais moi, il y a mes meilleurs amis que j'aime plus que tout, dont je connais absolument le moindre trauma, qui se sont mises avec des mecs et j'ai dit je mise pas un copec sur lui et en fait c'est lui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait je rajoute au ça dépend de parfois se sentir mal c'est une bonne chose, parfois se sentir bien c'est une bonne chose et parfois l'inverse n'en est pas une. Je rajoute une autre chose qui est que parfois quelque chose te fait te sentir mal au début mais tu changes. Et parfois il te fait te sentir mal au début mais il change. Et donc quand votre relation ou lui ou toi grandissez et changez, ça devient la bonne personne. C'était pas la bonne personne et puis ça l'est devenu pour 1000 raisons. C'est tellement plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'aimerais tellement pouvoir dire aux auditeurs, les gars, quand vous savez, vous savez. Ou les gars, les gens autour de vous savent. En fait, non. Écoutez les autres. Ouais, exactement. Attention, pas toujours écouter les autres. Justement. Complètement. Mais par contre, moi, de formation, je suis juriste à la base et là, je vais utiliser un raisonnement de juriste. Au tribunal, on ne peut pas identifier quelle est la vérité, mais on va identifier ce qu'on appelle une vérité judiciaire, c'est-à-dire ce qui semble vrai. On n'est pas Dieu, donc on ne sait pas si c'est vrai, mais on peut identifier ce qui semble vrai. Et pour identifier ce qui semble vrai, on va chercher un faisceau d'indices graves et concordants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un élément pris isolément ne suffit pas, mais quand on a plein d'éléments qui convergent dans le même sens, peut-être qu'on va se dire bizarre ton histoire. Et ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire qu'il peut y avoir un faisceau d'indices graves et concordants qui, en fait, ne désigne pas la vérité, mais je conseille les auditeurs de s'en remettre à ce faisceau d'indices. Au bout d'un moment, s'il y a trop d'éléments, si toi, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, si les gens autour de toi sentent qu'il y a un truc qui va pas, si tu te sens mal, si c'est dur, si c'est machin, peut-être que c'est juste tous tes traumas qui remontent à la surface et que tu es en train de te guérir. C'est une possibilité. Mais peut-être aussi que c'est juste pas du tout la bonne personne, qu'elle te fait du mal et que c'est horrible et qu'il faut que tu partes. Et dans ces cas-là, on fait quoi ? On laisse un peu le temps au temps pour voir, pour réussir à identifier ? Ouais, je pense que le temps est temps / communication / parle-en avec toi-même déjà, donc mène des réflexions avec toi-même. Moi, j'adore, et c'est tout le concept du podcast, mais c'est exceptionnel, le fait d'écrire des lettres à quelqu'un d'autre que tu n'envoies pas. On s'en fout, le récepteur est presque pas la variable la plus importante. Le plus important, c'est que toi, tu te sois posé avec toi-même et que tu te sois dit des choses avec une forme de sincérité. C'est peut-être pas encore la vérité, mais c'est au moins sincère. T'écris dans tes notes à chaque fois que tu ressens une émotion forte. T'en parles avec tes amis ou ta famille ou des gens bienveillants autour de toi ou des gens de bons conseils. Et en fait, en le formulant, en le disant, c'est même pas les conseils que tu vas recevoir qui comptent, c'est ce qui va sortir de ta bouche va dire beaucoup de où tu en es, faire avancer ta réflexion, faire éventuellement rebondir l'autre pour qu'il ajoute des choses, bref. Donc, laisser du temps, mais surtout en parler. Pas forcément avec les autres, c'est bien aussi avec les autres, mais déjà avec soi, ou avec un psy d'ailleurs, on n'a pas parlé de psy, mais avec un professionnel éventuellement. Mais déjà avec soi, c'est déjà très bien. Écrivez-vous des lettres à vous-même et envoyez-les nous pour qu'on les commente, mais écrivez-vous des lettres avec vous. Surtout que je pense que ce genre de lettres, ce genre de texte, c'est pour moi, en tout cas, des espèces de marqueurs dans le temps. Mais en fait, déjà, tu parlais de psy juste avant, il y a quand même un exercice qui est assez courant dans les thérapies, c'est de tenir un carnet. De toutes tes émotions, d'écrire les choses, de les marquer à un instant T quand tu les as vécues, qu'elles soient négatives ou positives. Et la lettre, du coup, la lettre à soi-même, aux autres, mais qui dans le fond, quand tu les envoies pas, c'est parce que bien souvent c'est des lettres à toi-même. Ces lettres-là, elles marquent un état d'esprit que tu as eu à un instant T. Là, elle est à je sais plus, 10 mois, 11 mois. 11 mois après qu'il ait arrêté de lui parler, donc, concrètement, et qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre. Alors que si elle l'avait écrit cette lettre peut-être au moment, en août dernier, elle aurait dit en fait peut-être tout va bien, c'est un mal pour un bien, voilà, c'est des marqueurs dans le temps et en fait quand ça marque je pense une évolution et après quand on les retrouve, alors là celle-là elle est assez vive et mais peut-être que dans un an quand elle sera mieux ou qu'elle aura vécu d'autres choses, elle lira cette lettre et elle se dira waouh, en fait j'ai parcouru un chemin qui est phénoménal. Et c'est ça que j'aime dans l'écriture tout court et dans le fait effectivement de se parler, mais ça peut être se faire un vocal. Après c'est peut-être un peu moins facile à écouter, mais parfois de temps en temps juste de se dire là voilà ce que je suis en train de penser
Et ça, c'est hyper important. Et oui, je l'avais pas forcément vu sous le côté, c'est une forme de communication aussi, parce que c'est la communication avec soi-même. Mais je suis assez d'accord que c'est un peu la clé. Et je te rejoins sur le fait que c'est un marqueur dans le temps. Et ce marqueur dans le temps, je le trouve extrêmement important pour une raison principale, qui est de dire, en relisant des messages que je me suis écrits à moi-même à une autre époque, je me rends compte que je peux changer et que la situation peut changer. Et ça te rappelle que tu as déjà vécu ce chagrin, donc que tu surmonteras le suivant, que tu as déjà été profondément amoureux 2 fois ou 3 fois, donc c'est possible encore, que je sais pas, que tu as su te relever ou que tu as déjà été heureux, parce qu'on le fait souvent dans les moments où on est malheureux, mais dans les moments où on est heureux, c'est important aussi, et que donc ça peut revenir. Bref, moi j'aime bien ce côté capsule temporelle de je me rappelle que ça a existé, donc ça peut se repasser, quoi. Ouais, je suis vraiment 100% d'accord avec ça. Et je trouve que c'est ce qui fait en général toute la beauté de ces textes-là. Parce qu'ils sont, ce que je dis toujours, ils existent dans une forme tellement brute et tellement sincère que c'est l'essence même de ce que t'es. Alors, ce que t'es personnellement. Et ça, c'est un truc sur lequel je voulais revenir, que t'as dit au tout début de notre échange. C'est en fait, se joue dans ce texte beaucoup plus de choses liées à elle-même et à son ego et à ce qu'elle vit et à ce que ça représente que directement en fait lié à lui. Et c'est à un moment donné où moi je m'en suis rendu compte aussi en lisant ce texte, et que, alors c'est évoqué très brièvement, mais c'est une des raisons qu'elle évoque à la fin. Elle dit oui, c'est peut-être la religion, ou c'est peut-être parce que je peux pas avoir d'enfant. C'est hyper balayé, mais en fait, en même temps, j'ai l'impression que c'est un truc tellement personnel qui n'a rien à voir avec lui. Et donc ça, déjà moi, ça m'a beaucoup touchée de dire ça. Toi, est-ce que ça t'a évoqué quelque chose? Est-ce que c'est un moment que t'as noté aussi? Effectivement, je l'ai noté. Et en fait, moi, si je devais répondre à sa question, et je n'ai pas la science infuse, mais s'il y a une réponse que je pourrais presque affirmer, c'est de dire, donc, si la question c'est pourquoi, la réponse c'est parce qu'il ne t'a pas choisi. C'est pas parce que tu ne méritais pas qu'il te choisisse. C'est important de bien le souligner. Du tout. C'est pas parce que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, ou ce n'est pas parce que vous n'aviez pas la même religion. C'est parce que pour lui, à un instant T, ça expliquait, enfin quoi que soit la raison d'ailleurs, ça expliquait qu'il ne te choisisse pas. Donc la question, après, on a envie d'y revenir, c'est pourquoi il ne m'a pas choisi. Pourquoi il ne m'a pas choisi? Malheureusement, on n'accédera jamais vraiment à la réponse, mais j'ai envie de dire que elle n'est pas importante. Le pourquoi il ne m'a pas choisi est pas tellement important, parce que le but n'est pas de le faire changer d'avis. C'est un choix, c'est quelque chose, et encore plus de l'être qu'on choisit avec qui on choisit de faire sa vie, c'est un choix qui vient de l'intérieur. Et son but à elle, et ça se voit bien dans sa lettre, n'est pas de le faire changer d'avis. Donc si toi tu veux te donner une réponse pour pouvoir avancer dans l'histoire, dis-toi juste que la seule raison pour laquelle il ne s'est pas mis avec toi, c'est parce qu'il a choisi de ne pas se mettre avec toi, pour des raisons qui lui sont propres, de son histoire, sa culture éventuellement, ou ses projets de vie, ou etc., etc. C'est tout. Et ça n'a rien à voir avec elle. Ensuite, la question sous-jacente, c'est est-ce que c'est pas elle qui projette des choses sur le fait qu'on ne la choisisse pas pour une raison X ou Y? Sache bien que un jour quelqu'un te choisira malgré tout. Malgré tout ce que tu es et tout ce qu'on est les uns les autres, on peut être choisi par quelqu'un qui se dit oh bah ça c'est pas si important pour moi, ou oh bah elle en vaut tellement la peine qu'en fait je m'en fous, ou simplement bah c'est une variable comme une autre, ça m'est égal, etc. Une raison en soi, un facteur en soi, le fait qu'on soit petit, gros, moche, qu'on ne puisse pas avoir d'enfant, ou qu'on soit très ambitieux ou pas ambitieux, ou peu importe, n'est pas une raison en soi. C'est une raison relative à ce qu'a vécu l'autre et ce que veut l'autre, de nous choisir ou de ne pas nous choisir. Donc évidemment, sans doute que ça doit être quelque chose d'important pour elle, et je ne peux que le comprendre, et donc projeter sur l'autre qui ne nous choisit pas pour cette raison, je ne peux que le comprendre, et ça me touche, et ça m'attriste profondément pour elle. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui sera très heureux de te choisir dans ces circonstances-là, parce que c'est pas les circonstances en soi qui sont un problème, c'est le regard que l'autre pose sur ces circonstances. Donc, Et il y a une notion qui est importante aussi, c'est la durée de la relation. Ce genre de questionnement, en tout cas moi dans mon petit cerveau, j'ai tendance à penser que
ça se joue parfois dans des temps plus resserrés. 6 ans, c'est quand même assez long. Donc ça m'a interrogée sur d'autres notions. Est-ce que dans le fond, comme on se disait tout à l'heure, elle avait pas l'intuition dans le fond de toute manière de l'issue de cette relation. Donc elle savait peut-être, comme dit mon ami, elle savait, mais elle est pas partie. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, parce qu'elle le dit d'ailleurs, j'aurais pu partir, je l'ai jamais fait. Qu'est-ce qui se joue à ton avis dans ces moments-là? Pourquoi on n'arrive pas à partir? Alors on parle parfois de mécanismes d'emprise, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que c'est ce genre de sujet-là qui se joue dans ce type de relation? Alors, déjà sur l'histoire du mécanisme de l'emprise, évidemment que ça existe, mais j'aimerais rappeler que ça n'est pas fréquent. C'est pas la majorité des cas, loin s'en faut. C'est même plutôt très rare, en fait, que ce soit vraiment une histoire d'emprise. C'est une pathologie. Quand on parle d'emprise, souvent on parle de pervers narcissique. On use et abuse de ce mot beaucoup. En réalité, c'est une réalité et je plains du plus profond de mon âme ceux qui se retrouvent dans cette situation parce que c'est sans doute la pire situation relationnelle dans laquelle on puisse être, de loin. Parce qu'on est face à quelqu'un qui est malade et c'est une maladie, une pathologie qui est complètement incurable. Enfin bon, bref. Donc c'est terrible. Mais c'est rarissime. Donc, il y a plus de chances que vous ne soyez pas dans cette situation que vous soyez dans cette situation. Et donc, dans cette situation, moi je trouve qu'elle rapporte aucun comportement spécifique, qui laisse entendre que c'est particulièrement un pervers narcissique ou qu'il y ait de l'emprise ou quoi que ce soit. Ce qu'elle me raconte, ça m'évoque plus j'aime passer du temps avec quelqu'un, j'ai un attachement immense avec ce quelqu'un, j'ai partagé beaucoup de temps, de messages, de rêves, de moments, de tout ça avec ce quelqu'un, et je n'ai pas envie d'arrêter. C'est vraiment parfois pas plus compliqué que ça. C'est comme quand t'as un paquet de gâteaux et que t'en manges 2 et qu'on te dit pourquoi t'en as mangé 3? T'avais plus faim? Ouais, mais j'avais juste envie, quoi. C'était bon, ça me donnait envie de continuer. Et je pense qu'elle était dans cette situation, et on l'a tous été dans cette situation de je sais que c'est pas exactement ce qu'il faudrait que je fasse, mais ça me fait du bien, quoi, sur le moment. Et elle a eu bien raison, d'une certaine manière, de profiter de ce moment-là. Donc je pense que parfois, il faut pas aller chercher midi à 14h. Ça te faisait du bien, ça te faisait plaisir, et c'était cool. Après, autre chose dont on peut parler, c'est une forme de dépendance affective, de dire je ne peux pas être heureuse sans cette situation, sans ce mec en l'occurrence, donc j'ai peur de partir, pas parce que lui me fait peur, mais parce que moi j'ai peur de ne pas retrouver quelqu'un, ou j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'envoie un message tous les jours et qui se préoccupe de moi, et pour qui je compte, etc. Bon on est des humains, on est des êtres sociaux qui ont besoin d'être aimés, qui dépendent des autres, même si on est obsédé par cette notion d'indépendance, etc. On ne peut pas être indépendant en tant qu'être humain, on n'est pas bâti pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quitter ce genre de relation, ça veut juste dire que c'est très dur, et pour tout le monde. Et personne n'est au-dessus de cette règle-là, et tout le monde un jour expérimentera ce moment où il n'arrive pas à partir, pour X et X raisons. Il faut la circonstance extérieure qui te sort du truc, parce que toi tu rencontres quelqu'un, parce que lui rencontre quelqu'un, parce que toi t'as un choc, parce que tu te rends compte que t'es vraiment mal, parce que je sais pas, tu vois des gens autour de toi être plus heureux et que ça te donne envie, parce que toi tu mûris avec toi-même, tu t'indépendantises pour d'autres raisons, et donc t'arrives à sortir de cette relation. Voilà. En gros, c'est ça que j'aimerais dire. C'est que je vais pas lui jeter la pierre en disant que tout est de sa faute à lui, et je ne vais certainement pas lui jeter la pierre en lui disant que c'est de sa faute à elle. Je pense que juste que c'est des mécaniques relationnelles humaines qu'on a tous connues, qu'on connaîtra tous, parce qu'on est bâtis comme ça, quoi. Je trouve ça très très bien de le rappeler, et je trouve ça au final très déculpabilisant, parce que mais ça va être aussi très humain ce que je vais dire, mais il y a une telle différence entre ce qu'on s'applique à soi, donc typiquement, évidemment, ça. Bien sûr. Quand tu lis cette situation, tu te dis 6 Ouais. ans, 6 ans, mais enfin, voilà. Moi, le nombre de fois où j'ai des copines qui me racontent des trucs et je suis là. Enfin, non, c'est pas vrai parce que moi je suis un peu toujours l'avocat du diable en réalité, mais bon, dans le fond, on se dit voilà, c'est sûr, c'est un truc qui va être compliqué, qui va un peu mener nulle part. Mais alors quand c'est toi.
Et alors parfois les red flags, ils sont là en vrai on parle pas de red flags dans ce texte. Parfois les red flags, ils sont beaucoup plus gigantesques que ça. En fait, si, là, il y a quand même un sacré red flag qui est qu'il choisit de ne pas être avec elle et qu'il entretient une relation ambiguë. C'est une forme de red flag, hein. Je veux pas minimiser ça non plus parce que, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un red flag pas parce qu'il est méchant, c'est un red flag parce qu'il n'est pas aligné avec ce qu'il veut et ce qu'il donne, etc., etc. Donc, c'est quand même un red flag. C'est une forme de, je vais pas dire aux auditeurs que c'est pas un red flag, hein. Quelqu'un qui te choisit pas, c'est un red flag. C'est pas un red flag en mode c'est le grand méchant loup, mais c'est un red flag en mode c'est potentiellement pas la personne qui va te rendre heureuse parce que la personne qui va nous rendre heureuse, c'est quelqu'un qui nous choisit. Et finalement, c'est un très gros red flag. Hein. Oui, c'est un très gros red flag. Non, mais je parlais plus de petits red flags, enfin qui sont en fait au final très gros, mais qui sont très visibles. C'est-à-dire que tu rencontres une personne, je sais pas, au bout de 2 semaines, il te ment. Tu te rends compte que je sais pas, il voit quelqu'un ailleurs, il a des comportements parce que je suis d'accord avec toi, les valeurs c'est pas que ça ne fait pas tout, mais il a des comportements, je sais pas, il est radin, il y a plein de choses. Il y a des comportements que tu méprises. Si dès le début tu vois des choses chez lui que tu méprises, on est mal barré. Donc, si on se résume un petit peu les conseils qu'on pourrait donner à cette auditrice et peut-être à d'autres qui sont dans des situations similaires ou dans des relations un petit peu similaires, comme tu le dis, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé. Et donc, tu vois, déjà, moi, j'ai pris une leçon du début, j'ai dit tous et toutes, et non pas toutes. Ça nous est tous et toutes arrivé. Comment on peut justement peut-être un peu mieux voir les signes selon toi? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de mettre en place dans ce type de situation pour déjà réussir à sortir du déni avant déjà de se dire de partir, mais est-ce que tu as des conseils? C'est une bonne question. Franchement, j'ai pas de conseils. J'ai pas de conseils parce que ces situations, par nature, on ne peut pas les éviter. On y tombera à un moment donné. Et quand on y sera jusqu'au cou, on aura du mal à nous en sortir. Moi, j'ai envie de dire, ce sera pas vraiment des conseils pour prendre conscience. Parce que prendre conscience, c'est un timing qui est très intérieur sur lequel on n'a pas beaucoup de maîtrise. Mais parlez avec vous-même et avec les autres. Écrivez. Faites des capsules temporelles. Parce que parfois, ça aide de relire un message et de dire « Wow, j'ai dit ça, c'est fou !» Si je suis dans cette situation, avec mon œil là qui relit le message de l'extérieur, je me rends compte que je suis dans une situation terrible. Donc, communiquez, mais communiquez avec vous et avec les autres. Restez entourés, ne vous isolez jamais. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est qu'une relation qui vous isole, c'est une mauvaise relation. Donc, c'est sans doute le pire des red flags. Parce que les autres sont une aide dans le fait que vous développiez vos relations et une aide pour que vous ouvriez les yeux, etc. Ça veut pas dire que c'est vos copines avec leurs grands discours qui vont vous faire changer d'avis, bien au contraire. On a tous été celles qui recevaient les grands discours et celles qui faisaient les grands discours. Et parfois, ça ne change rien, mais c'est important. Il y a des gens qui veillent sur vous, il y a des gens qui vous surveillent, etc. Et évidemment, les psys et les professionnels dont je ne parle pas assez, mais je remets une dernière couche. Tout le monde le sait, mais je le répète. Évidemment qu'un œil extérieur, avisé, éduqué, informé, d'un thérapeute peut vous aider. Peut aussi ne pas vous aider parce que tous les psys ne sont pas les psys qui sont faits pour vous, mais cherchez, psy, ouais. Voilà, exactement. Cherchez cet œil extérieur, ce troisième œil qui va vous aider à voir plus clair dans ce genre de situation. Et alors, elle devrait l'envoyer ou pas ce message aujourd'hui? C'est une bonne question. Et alors, la première chose, c'est que j'aimerais dire qu'elle fasse exactement ce qu'elle veut et elle aura raison. Dans les deux cas, je la soutiens et elle a raison. Mais, si la question était, est-ce que moi j'enverrai ce message aujourd'hui? La réponse est non. Je n'enverrai pas ce message aujourd'hui. Et pourquoi je ne l'enverrai pas? Parce que quand j'envoie ce genre de message, on a beau dire, on attend quelque chose en retour. Et que je pense qu'il n'y a aucune réponse qui pourrait apaiser son chagrin, parce que ce qui apaiserait son chagrin, ce serait que ce soit lui qui lui envoie un message plus tard, quand il aura compris, quand il aura pris conscience, en lui disant « Putain, après des années, je me rends compte que j'ai fait ça il y a des années, et je suis désolée, et voilà pourquoi je l'ai fait. » Ce qui pourrait être provoqué par le message qu'elle lui envoie, mais j'ai tendance à penser qu'on connaît jamais trop le timing de l'autre, donc elle risquerait très fortement d'être déçue. Donc moi, je veux l'encourager à ne pas attendre de l'autre son salut,
à essayer de faire la paix avec elle-même, de comprendre qu'il l'a pas choisi, il l'a pas choisi pour des raisons qui étaient complètement extérieures à elle et propres à l'histoire de ce mec. Et que ça ne sert à rien d'attendre des choses de lui, mais que peut-être un jour cette personne lui donnera quelque chose, une explication. On n'est pas à l'abri, ou pas, et ce sera comme ça. Par contre, moi, ce que ça m'évoque, plutôt que justement d'attendre des choses des autres, moi, ce que j'aimerais amener les auditeurs à faire, c'est plutôt se responsabiliser. Et plutôt que d'envoyer ce genre de messages, envoyer les autres messages. Les messages où tu dis « désolé, je me rends compte, en écoutant ce podcast, que moi, il y a des années, j'ai fait ça avec toi. J'ai été cette personne qui t'a gardé sous le coude, ou t'a donné l'impression de t'avoir gardé sous le coude, ou qui t'a fait du mal pour X ou X raison, etc. Et aujourd'hui, je prends enfin conscience que je n'aurais pas dû faire ça, et je te demande pardon. » Ça, je pense que c'est des messages que j'encourage les gens à envoyer. Parce que c'est des messages qui vont faire beaucoup de bien à ceux qui les reçoivent, et que c'est des messages aussi qui nous aident à prendre conscience de nos mauvais comportements pour pas les reproduire, et que c'est des messages qui nous font grandir. Envoyer ce message, ça ne te fait pas grandir. Ça te libère d'un poids, et encore, je suis pas sûre que ça te libère. Mais envoyer des pardons, des demandes de pardon, ça fait grandir. Donc c'est plutôt ça que j'encouragerais les gens à faire. Tu l'as déjà fait? Envoyer des messages de pardon? Oui. Parce que je trouve ça très, déjà au-delà de très courageux, très rare. Et faire après c'est aussi certainement lié, je pense, à tout ce que tu déconstruis toi au quotidien, donc t'as plus peut-être notion de ces schémas-là et de cette prise de conscience et c'était vraiment tout l'enjeu de ce podcast, mais je trouve ça rare, et moi tu vois, c'est déjà de réfléchir, de me faire cette réflexion de qu'est-ce que j'aurais pu faire avant qui serait similaire, et du coup est-ce que demain j'enverrai un message pour le faire? Ouais, je me dis il faut avoir beaucoup d'humilité, il y a plein de choses qui se jouent là, que l'humain par définition, moi je trouve souvent ne fait pas beaucoup preuve, et donc bravo si tu envoies ce genre de message. Vraiment, je ne mérite pas les bravos, parce que si je me suis excusée, c'est que j'avais des choses à me faire pardonner. Certainement, mais oui, mais ce que j'aimerais dire quand même d'important là-dedans, c'est que je ne suis pas Bouddha, loin s'en faut, et que la plupart des pardons que j'ai demandés, c'est parce que j'ai moi-même subi la situation, que j'en ai beaucoup souffert, et que, en réfléchissant très longuement à cette situation dont je souffrais, je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait avant. Okay. Donc, tu vois, c'est quelque chose de moins grand que ça n'en a l'air. Mais après, c'est pas pour minimiser, je trouve ça chouette aussi. Mais c'est très dur d'imaginer la souffrance des autres, et c'est très facile de se représenter la sienne. Donc moi, je trouve que toutes les situations de souffrance que je subis est l'occasion de me rendre compte de celles que j'ai infligées. Et donc, je me réveille rarement un matin tout sourire et toute heureuse en me disant « Ah, et si je demandais pardon à XX ?» tu vois. C'est plutôt « Oh putain de merde, je suis en train de vivre un truc incroyablement dur dans X relation, et je me rends compte que je l'ai déjà fait. Et que peut-être, du coup, je devrais présenter mes excuses pour ce que j'ai déjà fait. » Et dernière chose, je pense que demander le pardon à quelqu'un, c'est un truc qui t'élève. Vraiment, qui te fait grandir, qui te rend plus grand, qui te fait du bien, parce que ça te rend actif. Ça te donne de l'agentivité, on dit. Ça te rend actif dans le processus de guérison. Donc, je trouve que donner le pardon à quelqu'un, c'est aussi quelque chose qui m'aide à mieux encaisser les souffrances que je subis. Parce que je deviens active dans la souffrance, et je ne suis plus victime de la souffrance. Enfin, en tout cas, je ne suis plus que victime de la souffrance. Si je me rends compte que moi aussi je l'ai infligée, et que je demande pardon, ça veut dire que lui aussi pourrait me demander pardon. Et ça veut aussi dire que je peux être active dans cette situation et pas juste attendre que l'être qui me fait mal arrête de me faire mal, comme si je n'étais qu'une victime. Je suis pas qu'une victime, je suis une victime et un bourreau. Et c'est une bonne chose, parce que je suis active et passive. N'être que passif, ça fait du mal. Ça diminue, ça rétrécit, ça n'aide pas à grandir, ça n'aide pas à se guérir. Pour se guérir, je suis persuadée qu'il faut reprendre le contrôle sur certaines choses, parfois aussi lâcher prise, on est d'accord, peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast, mais il y a aussi ce truc de reprendre le contrôle, et pas seulement se placer dans une situation où on a subi des choses. Se demander comment on aurait pu agir, ou comment on a déjà agi dans ce sens-là. Encore une fois, je ne suis pas psy, je suis seulement quelqu'un qui a réfléchi à ces questions. Non, mais et je pense qu'on est pour le coup à une époque où on est de plus en plus nombreux à essayer de réfléchir à tous ces sujets-là et de comprendre. Déjà, se comprendre soi-même, c'est tellement difficile. Et
certainement quelque chose auquel on n'arrivera jamais totalement. Mais c'est sûr que essayer de mieux se comprendre, déjà, ça te permet de mieux comprendre les autres et de vivre bien mieux les choses. Et ça, je suis 100% d'accord et merci pour ces messages et ces conseils que tu nous as apportés durant ce podcast. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, à très vite Marion.